Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Un, deux. Est-ce que ça fonctionne? On va juste faire un petit test micro. Si chacun peut me dire quelques mots. Bonjour, par exemple. Bonjour à tous. Anaïs. Bonjour à tous. On vous entend. Aminata. Bonjour à tous. Et Jonathan. Bonjour. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Crise sanitaire, projet de loi, climat et résilience, relance économique. Depuis plusieurs mois, le discret secteur de la logistique s'est retrouvé au cœur de l'actualité économique et sociétale. Plus durable, plus locale, plus performante. À quoi ressemblera la supply chain agile et résiliente de demain? Nous avons devant nous une bonne heure pour tenter de répondre à cette question. Et nous avons à côté de nous 4 invités pour tenter d'y répondre. Je vais faire le petit tour de table traditionnel et je vais commencer par Paolo Ferreira. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Virtuo Industrial Property. C'est une société française spécialisée dans le développement de plateformes logistiques. On peut la présenter comme ça? Oui, c'est exactement ça. Nous sommes développeurs de plateformes logistiques de toute taille, de 5 000 m² jusqu'à 180 000 m² en fonction des besoins de nos clients. Tout à fait. Très bien. Eh bien, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Anaïs Volgilis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice excellence opérationnelle du cabinet de conseil John Partners. Vous êtes docteur en géographie. Et vous êtes surtout une spécialiste des questions industrielles. Et vous serez avec nous aujourd'hui pour faire justement ce lien entre supply chain et industrie. C'est un petit peu l'idée de votre expertise. C'est exactement ça. En fait, nous, notre principe de base, c'est de considérer que nos clients, qui sont des industriels, doivent délivrer le bon produit au bon moment, au bon prix. Et donc pour ça, la supply chain et la logistique sont des éléments clés, à la fois en interne de l'usine et à la fois en amont et en aval, pour réaliser cette promesse. Parfait. À vos côtés, Aminata Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service logistique, innovation et développement France de la Cemaris. Et la Cemaris, c'est la société d'économie mixte chargée d'exploiter et de gérer le marché de Rungis. On peut le résumer comme ça, là encore? Exactement, c'est un bon résumé. On est le gestionnaire du marché d'intérêt national de Rungis et également gestionnaire du mine de Toulouse depuis à peu près 4 ans. Et donc on accompagne l'ensemble des entreprises qui sont implantées sur ce marché dans leur développement et on leur offre tous les services nécessaires pour leur permettre de commercialiser des produits alimentaires qui sont ensuite vendus auprès des commerçants et des détaillants. Parfait, bienvenue. Et puis je poursuis ce tour de table, je termine ce tour de table avec Jonathan Seban, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sogaris, une structure avec laquelle vous développez un réseau d'espaces de logistique urbaine dans le Grand Paris. C'est une façon de le résumer? C'est très très bien résumé. Effectivement, Sogaris, c'est une société historique, mais qui, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, a pris le virage de la logistique urbaine sur le territoire du Grand Paris, en essayant de développer des bâtiments de toute taille, des grands entrepôts, même si grand tend à être relatif aujourd'hui, jusqu'à des entrepôts de très petite taille, 1000 m², situés en plein cœur des villes. Parfait. Alors voilà donc pour le casting. Concernant les règles du jeu, nous allons échanger pendant environ une petite heure ensemble sur ces sujets. Et puis après, nous vous donnerons la parole si vous avez des questions que vous inspirent les témoignages de nos intervenants. Pour lancer la discussion, et puisque nous sommes encore à la période de la rentrée des classes, je serais curieux de connaître à chacun et à chacune votre note, votre mention sur cette supply chain française, sur sa capacité à être agile, à être performante. Alors, est-ce que ce sera passable, bien, ou les félicitations? Et je vais peut-être commencer par Jonathan, tiens, qui
qui est toujours très bon pour donner des notes, j'en suis sûr. Non, alors, je suis très mauvais pour donner des notes, pour le coup. Non, moi, on est en plein salon de la SITL, hein, donc, puis on est en pleine rentrée, dans un moment qui est particulièrement difficile, on le sait, hein, c'est quand même une crise mondiale aujourd'hui qu'il nous faut affronter. J'ai ce sentiment que la supply chain française, pour le coup, a plutôt bien résisté. Moi, j'ai envie d'être optimiste et d'accorder plutôt une mention bien, voilà. Même si, comme à chaque fois, il faut se dire qu'on peut mieux faire. Voilà. Je pense que si on a des enjeux d'amélioration, c'est évidemment sur la prise en compte des enjeux environnementaux, je pense qu'on va y venir, et puis sur globalement la meilleure intégration des entrepôts et de la supply chain dans leur environnement économique immédiat. En termes de talent, c'est un secteur qui se renouvelle, ne serait-ce que, je sais pas, en interne chez vous voyez de nouvelles têtes franchir les portes? Oui, alors, en tout cas, c'est effectivement un secteur dans lequel j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de demandes, à la fois de la part des employeurs, peut-être aussi de la part des collaboratrices et collaborateurs qui souhaitent pouvoir se lancer là-dedans. C'est vrai qu'avant le Covid, hein, il faut savoir que le marché de l'immobilier, je parle plutôt du marché de l'immobilier, c'est ce que je connais, hein, en Ile-de-France, c'était un marché de plein emploi, donc il n'était pas forcément très facile d'attirer des talents comme vous le dites. Il était peut-être encore moins facile de le faire sur les aspects de la logistique par rapport à des classes d'actifs peut-être plus nobles, en tout cas en réputation. J'ai le sentiment que ça s'inverse un peu. Aujourd'hui, la logistique urbaine est un sujet qui intéresse beaucoup, qui par ailleurs est un sujet complexe, qui est à la croisée à la fois d'enjeux techniques, d'enjeux de politique publique, d'enjeux de territoire. Et c'est vrai que cette richesse finalement de sujets tend à intéresser un certain nombre de jeunes actifs, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Très bien. Aminata, même question. Votre mention pour la vue de Rungis, votre mention pour la supply chain française? Moi, je dirais plutôt assez bien. Je suis un peu plus critique que Jonathan. Je pense qu'effectivement, on a un certain nombre d'atouts. Il faut les souligner, il faut être positif. Hein, et on le voit, nous, de notre côté, hein, malgré le contexte de crise sanitaire, on a plutôt un secteur qui se porte bien. Certaines entreprises ont fait une croissance à 2 chiffres pendant la crise économique, donc c'est quand même assez exceptionnel dans le contexte qu'on vit actuellement. En revanche, il y a énormément de leviers d'amélioration de cette supply chain, leviers notamment en termes d'emploi et de formation. C'est un vrai sujet pour nous sur le marché de Rungis. On a des difficultés de recrutement, des difficultés dans l'accompagnement et dans la formation. On a d'ailleurs créé Rungis Academy pour fédérer l'ensemble des organismes de formation, et donc c'est un vrai sujet de pouvoir accompagner les acteurs autour de ces questions d'emploi et de formation. Les enjeux environnementaux, bien évidemment, Jonathan l'a dit, ça fait partie aussi des préoccupations qui sont importantes sur notre secteur. Et alors justement, peut-être qu'on a des jeunes talents dans la salle ou qui nous regardent en ligne. Quel profil vous recrutez Sur tous les profils, clairement, de profils allant de la préparation de commandes jusqu'à des profils plus sur des activités tertiaires. Il y a un vrai sujet sur l'alimentaire frais qui nécessite une connaissance logistique assez pointue, assez fine. On est sur un segment assez singulier, et donc on est vraiment sur tous les métiers aujourd'hui où on a une forte tension, en tout cas sur le mine de Rungis. Très bien. Anaïs, vous avez déjà deviné ma question. Quelle note, quelle mention vous donneriez à la logistique française, et notamment dans sa capacité à se combiner avec la filière industrielle? Alors, c'est jamais facile de donner une note parce qu'à la fois on a des critiques à émettre, et donc on serait plutôt sur une note pas forcément la meilleure, et en même temps on a envie d'être optimiste et de dire aux gens, voilà, on a cette situation-là, le bilan c'est ça, mais il faut continuer, et ça va dépendre aussi de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le bilan environnemental de la logistique, auquel cas on a envie de dire c'est pas assez, surtout au regard du dernier rapport du GIEC par exemple. Et après, si on regarde comment la logistique essaye de s'améliorer, comment elle essaye de développer des modes de transport multimodaux, etc. Là, on a plutôt envie d'être positif. Je trouve que dans les mois et voire les années à venir, il y a un grand rôle des acteurs de la logistique à travailler de manière beaucoup plus intégrée avec les industriels, c'est-à-dire devenir de vrais partenaires des industriels. Aujourd'hui, du point de vue des industriels, et notamment dans un contexte de réindustrialisation, on a tendance un peu à voir ces acteurs comme un moyen de stockage, un moyen de transporter la marchandise, et pas forcément comme un partenaire pour co-développer des solutions, à la fois sur des services à valeur ajoutée, à la fois sur la différenciation retardée.
Aujourd'hui, quand on parle d'évolution de la demande, on parle beaucoup de personnalisation, de produire en petite série, d'avoir des capacités de distribution qui vont être les mêmes que les grands standards qu'ont mis en place les GAFAM, et notamment Amazon. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est tout l'effort logistique qu'il y a à faire derrière. C'est-à-dire, je personnalise, je livre en 48 heures, mais je ne vais pas affréter uniquement un camion, c'est une aberration environnementale, pour délivrer mon produit à temps. Donc il y a toutes ces réflexions à faire. Et la deuxième chose, où le partenariat, et il y a des réflexions qui vont émerger, où on est encore peu mature, c'est sur les solutions qu'on va apporter sur une réflexion cycle de vie produit. Mon produit demain a besoin de maintenance, comment il revient dans mon usine, mon produit en fin de vie, comment il revient dans mon usine ou comment il va vers un centre de recyclage. Et donc, de ce point de vue-là, on est encore très en retard au regard des défis qu'on a à affronter si on va atteindre la neutralité carbone en 2050. Autrement dit, vouloir relocaliser, vouloir aussi lancer l'économie circulaire et ne pas vouloir de développement logistique, ça n'a pas trop de sens. On ne peut, en fait, on imagine déjà dans les représentations collectives, on a du mal à s'imaginer tout ce qui est lié à l'industrie dans nos vies, et en fait, on ne s'imagine pas du tout les flux qui sont liés derrière, à la fois les flux entrants en termes de matières premières et les flux sortants en termes de produits semi-finis ou finis. Et si on ne prend pas conscience de ça et des conséquences que ça a aussi en termes de flux, d'augmentation des flux, donc de camions sur les routes, de besoin de fret ferroviaire, etc., alors on a un impensé de la réindustrialisation. Et c'est un peu le problème qu'on a en France, c'est qu'on raisonne de manière très silotée. La logistique parle avec les logisticiens, les usines parlent avec les usines, l'innovation avec l'innovation, et on ne se rend pas compte qu'en fait tout ça est un écosystème et que tous ces gens ont besoin de communiquer ensemble pour avoir la meilleure solution, parce que l'optimum de l'un, une usine totalement décarbonée, ça ne veut pas dire que la supply chain a un bilan environnemental nickel. Et si on n'a pas ces réflexions globales sur l'ensemble de la chaîne de valeur, alors on atteindra jamais nos buts. Juste avant de donner la parole à Paolo, ces fameux services que industrie et logistique peuvent inventer ensemble, c'est quoi? C'est du packaging, c'est ce genre de choses? Alors, il y a du packaging, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller sur du co-packing. On peut aller sur notamment des sujets de différenciation retardée, donc par exemple de l'étiquetage de produits. On peut aller sur la préparation de commandes, ce qui existe déjà, mais qui pourrait aller encore plus loin. Voilà, il y a toutes ces réflexions à avoir. Et puis du co-investissement aussi avec des industriels. Je prends un exemple, on avait un de nos clients qui avait un sujet d'étiquetage de ses boîtes de conserve. Alors, les boîtes de conserve, ça fait toujours rire parce que c'est le produit sûrement le moins sexy du monde, même si ça revient à la mode. Ça dépend ce qu'il y a dedans les conserves. Mais en plus, c'est l'heure du déjeuner, là, donc ça nous parle. Donc, quand vous êtes sur le type, la conserve, par exemple, vous êtes sur une production qui est très saisonnière, puisque normalement vous êtes adapté au cycle de votre produit, donc il va être soit des fruits, soit des légumes, etc. Quand vous êtes sur produit fini, pas forcément sur une recette. Et vous avez votre marque propre et vous avez vous allez produire aussi en marque distributeur. Et donc votre étiquetage de produit, vous allez le faire en fonction de vos commandes. Et notre client, en l'occurrence une PME, n'avait pas forcément la capacité à saturer une ligne d'étiquetage pour lui tout seul. Et donc l'intérêt, c'était de chercher un partenaire qui pouvait l'accompagner pour prendre cette charge d'étiquetage et en même temps avec un tel panel client qui pouvait lui saturer les lignes en proposant ce service à d'autres clients. Et donc il était prêt à investir dans ce sens. Et ça, c'est un service aux industriels quand vous êtes face à des PME ou des ETI qui n'ont pas forcément les moyens d'investir et de saturer leurs lignes toutes seules. Très bien. Paolo, vous serez le dernier à livrer votre verdict, votre note sur cette supply chain française. Alors effectivement, c'est toujours compliqué de donner une note. Cependant, je dirais qu'on se situe entre le assez bien et le bien. Bien parce que la période difficile que nous avons vécue, qu'on continue à vivre d'une certaine manière également, a permis de montrer au grand public l'importance qu'avait la logistique dans le quotidien. C'est vraiment le bras armé de l'industrie. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose que le grand public, et pas que le grand public, puisse redécouvrir la place de la logistique. Assez bien, parce que comme Jonathan, je suis plutôt adepte du principe de l'amélioration continue. Donc il y a toujours capacité à mieux faire. Il faut quand même rester concentré sur les forces que nous avons sur le marché français, c'est-à-dire un réseau de territoires maillés avec des axes routiers qui sont développés, qui permettent vraiment de créer un maillage de la logistique en partant du bâtiment à la sortie de l'usine jusqu'à un déploiement complet en fonction, on parle de taille différente de bâtiments, on parle d'usage différent de bâtiments, donc ça, ce sont des forces.
On parlait tout à l'heure de la formation, on a quand même quelques bonnes formations et quelques bons professionnels de la logistique en France. Donc tout cela, ce sont les points forts. Les points forts également, c'est le fait qu'on a une réglementation en termes d'urbanisme qui structure beaucoup les choses, la capacité de travailler à la parcelle via des documents que ce sont le SRADET, le SCOT, les PLU, PLUI. Et puis ensuite des points de faiblesse, je ne sais pas si ce sont des faiblesses, en tout cas des points d'amélioration. Jonathan en parlait tout à l'heure, le contexte environnemental, les impacts environnementaux. C'est une faiblesse dans le sens où finalement la profession fait beaucoup depuis longtemps sur ces thématiques-là. On va en parler. Exactement, et on n'attend jamais d'être contraint par la réglementation pour innover. Et je pense que ça, c'est un point fort également, l'innovation qu'on est capable d'apporter sur des bâtiments qui peuvent paraître, pour le grand public, des bâtiments très, très basiques, très standards, mais qui ne le en seront fait pas au sont assez final. performants. Très bien. Mais justement, la transition est toute faite vers la suite de nos échanges. Merci à tous et toutes pour le panorama un petit peu de cette supply chain. Est-ce que autour de cette table, enfin de ces tables, parce que de table basse, on est tous d'accord pour se dire que l'enjeu numéro 1 aujourd'hui pour la logistique, c'est la décarbonation. Et si on est tous d'accord, comment, dans chacun de vos métiers, vous vous y prenez pour réduire cet impact environnemental? Et je vais me tourner vers Jonathan pour commencer. Oui, alors la décarbonation, c'est un enjeu majeur en matière environnementale. Je pense qu'il y a d'autres enjeux, enfin peut-être on va en parler, qu'il est aussi important d'intégrer dès maintenant pour, comme le dit très bien Paolo, ne pas être au pied du mur pour agir. Sur la question de la décarbonation, c'est un sujet qui touche l'ensemble, enfin une bonne partie des métiers de la logistique et au moins les deux grandes familles que sont à la fois ceux de l'immobilier et ceux de la mobilité. Donc c'est vrai que en matière d'immobilier, l'empreinte carbone des bâtiments est un enjeu essentiel. Donc il s'agit de réduire en réduisant leur consommation énergétique, en améliorant évidemment leur utilisation, en utilisant du mieux possible les toitures pour pouvoir évidemment y installer des panneaux photovoltaïques, éventuellement de l'agriculture urbaine. On sent de toute manière que les entrepôts aujourd'hui, même s'ils représentent une partie limitée, voire même très très limitée des espaces artificialisés français, c'est un vrai levier pour, mine de rien, aller vers une transition écologique qui passe par une meilleure utilisation des coques des bâtiments. Voilà, ça c'est pour nous un premier axe. La deuxième chose importante, c'est comment on accompagne des clients, des locataires, vers l'utilisation de véhicules propres. Ça veut dire les accompagner sur évidemment la mise en place de bornes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de décarbonation, c'est beaucoup une électrification en réalité dont il s'agit. Demain, c'est sans doute réussir à installer des stations d'avitaillement en hydrogène pour aider aussi à la transformation et des flottes poids lourds. Bon, et puis après, il y a cet autre sujet plus compliqué, on en parlait avec Aminata juste avant le début de la conférence, qui est la capacité qu'on aurait collectivement à pouvoir pousser des modes de transport qui sont alternatifs. Alors nous, on est des acteurs de l'immobilier, c'est pas forcément si simple, mais évidemment que si on sait aller demain vers un mix logistique plus fort, intégrant notamment plus de fluvial, plus de ferroviaire, il y a aujourd'hui un rapport, vous savez, gouvernemental qui est sorti sur la relance du fret ferroviaire. On se rend compte qu'on est 10 points en dessous de ce qu'est la moyenne européenne en matière d'utilisation du fret ferroviaire. Forcément que c'est un plus. Voilà, c'est un plus, et ça se fait sans doute, je dirais, dans une espèce de consensus intelligent et constructif entre les différents types d'acteurs, l'immobilier, les transporteurs, l'ensemble des professionnels et la sphère publique. Dans votre présentation, j'ai parlé de logistique urbaine. Évidemment, quand on fait de la logistique urbaine, on est au cœur des enjeux de la ville. Donc les transports, l'énergie, enfin voilà, vous devez prendre en compte toutes ces spécificités-là dans vos métiers. Absolument, je ne l'ai pas dit, mais un élément assez central pour l'action de Socaris, c'est la structuration de son réseau. Ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire que de manière consubstantielle à notre logique de développement, le positionnement des sites nous permet finalement de proposer une forme d'organisation optimisée à nos clients de leur supply chain à l'échelle d'un territoire comme celui du Grand Paris, et en réalité de venir réduire à la fois les kilomètres parcourus et donc l'empreinte carbone. Et donc, partant de là, c'est de fait une amélioration qui est une amélioration réelle en matière environnementale. Donc la question du réseau, plutôt la question du maillage en fait, ce réseau, c'est évidemment un élément central.
On voit d'ailleurs que bon nombre d'entreprises aujourd'hui raisonnent en réseau, c'est-à-dire raisonnent plus simplement sur des positionnements opportunistes ici et là, mais plutôt sur des positionnements groupés, avec un entrepôt positionné ici, et celui-ci, de manière stratégique, il appelle d'autres emplacements. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est quand même encourageant pour la suite. Avant de donner la parole à vos camarades, je sais qu'il y a un sujet dont on a parlé en préparation de cette conférence et qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, c'est la dimension sociale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la décarbonation, l'enjeu social, l'enjeu des métiers dans votre filière. C'est aussi une réflexion que vous portez au sein de la Sogaris. Oui, tout à fait. Alors ça fait le lien du coup avec ce qui a été dit avant moi, hein, notamment sur les aspects de formation. Finalement, c'est comment on arrive à intéresser davantage un certain nombre de professionnels pour des métiers qui ne sont pas forcément les métiers les plus simples, loin s'en faut, dans les entrepôts. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la logistique urbaine, elle s'accompagne aussi d'un certain nombre de nouveaux modèles économiques. Hein, on appelle ça la gig economy pour celles et ceux qui le connaissent. Hein, évidemment, l'ubérisation d'un certain nombre de professions, notamment celle de livreur. Et moi, mon sentiment, c'est que si on ne sait pas aujourd'hui poser d'emblée les termes du débat sur le fait que on est au fond des conditions de travail qui soient, je dirais, les meilleures pour l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, y compris ceux qui sont finalement le dernier maillon de cette chaîne-là, on passe un peu à côté du sujet. Et comme d'habitude, on se fera de toute manière rattraper par des enjeux qui sont des enjeux réglementaires et qui coûteront très cher en matière d'adaptation demain. Donc je pense que c'est une responsabilité qui est collective. Elle est évidemment pour nous, pour les professionnels de la logistique. Quoi qu'on en dise, elle est aussi pour nous en tant que citoyens. À un moment donné, notre responsabilité en tant que consommateur, c'est aussi de réfléchir finalement à la manière dont la création de valeur, qui est générée d'une certaine manière par notre acte de consommation, il est redistribué de manière, je dirais, la plus équitable entre l'ensemble des maillons de cette chaîne, et en particulier ceux qui sont sur ce dernier maillon. Et il est important d'en parler dans un événement comme la CITL. Aminata, cette décarbonation, comment vous l'envisagez à Rungis? C'est vrai que Rungis, on imagine comme une grosse maison avec beaucoup de flux, de camions, de personnel aussi, de gens qui s'activent dans les coursives de Rungis. Voilà, comment réfléchir à cette décarbonation et quels sont peut-être les actions que vous avez mis en place pour y parer? Alors, effectivement, c'est un lieu où il y a énormément de flux. Juste en quelques chiffres, Rungis, c'est 12 000 salariés. Donc, on est sur un lieu assez conséquent en termes de passage. C'est à peu près 3 millions de tonnes de produits alimentaires qui transitent sur le Min, qui vont desservir principalement l'Île-de-France, Paris, la Grande Couronne également, mais aussi à l'échelle nationale et internationale. On a 10% des volumes qui passent à Rungis, qui sont envoyés un peu partout dans le monde. Donc on est sur une plateforme logistique de dimension extrêmement importante. L'enjeu environnemental, c'est un enjeu premier. On s'est structuré depuis plusieurs années pour travailler sur ces questions, en créant notamment récemment une direction RSE pour vraiment englober ces sujets et faire en sorte qu'on puisse aussi avoir un plan d'action, parce qu'il y a les intentions, mais il y a aussi les actions qu'il faut mener derrière pour répondre à ces enjeux environnementaux. Sur Rungis, on est, comme Sogaris, un acteur qui fédère un certain nombre d'entreprises. On concentre 1200 entreprises sur le marché. Donc on est aussi prescripteur dans ces sujets-là. Et on a agi sur les questions de décarbonation depuis plusieurs années, en mettant notamment en place sur le mine de Rungis un certain nombre d'infrastructures pour encourager nos usagers et les acteurs qui sont présents sur le mine à utiliser notamment des véhicules propres. Aujourd'hui sur le mine, on a une station GNV, on a une station azote, on travaille sur la mise en place d'une station hydrogène. On accompagne aussi les usagers du marché, c'est-à-dire que quand on est acheteur et qu'on vient sur le mine et qu'on vient avec un véhicule propre, on bénéficie de bonus de points, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir vraiment des économies finalement financières qui sont proposées aux utilisateurs. Donc on travaille sur ce levier qui est un levier vraiment de prescription et d'accompagnement des entreprises du marché. Dans les sujets qui ont été évoqués, il y a bien évidemment le ferroviaire, puisque le marché de Rungis est en branché fer et on a un terminal sur le mine. Malheureusement, le train historique Perpignan-Rungis a cessé de circuler depuis 2019. Donc l'un des vrais enjeux pour nous, c'est de pouvoir réactiver une liaison ferroviaire et on l'espère qu'incessamment sous peu, on aura de nouveau un trafic sur le mine. On ne peut pas parler Par exemple, après le printemps qui nous attend Pardon ? Par exemple, après le printemps électoral qui nous attend ou avant, on espère avant. Ah, très bien.
Normalement, on espère pour cet automne Très bien. d'avoir une nouvelle liaison, mais tout ça dépend bien évidemment d'enjeux qui nous dépassent Bien sûr. en tant que simple opérateur économique. Et pour répondre aussi aux enjeux environnementaux, on travaille en ce moment sur le projet Agoralim, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, qui est un projet de développement dans le nord de l'Île-de-France d'une nouvelle plateforme de gros. Et ce projet permettra aussi de répondre aux enjeux environnementaux, puisqu'on aura une réduction des flux entre le nord et le sud. Aujourd'hui, on approvisionne l'Île-de-France uniquement avec une seule plateforme. Donc il y a un vrai sujet sur les kilomètres parcourus, sur la distribution de proximité. Et donc en recréant cette plateforme dans le nord de l'Île-de-France, on espère aussi pouvoir répondre à ces enjeux de décarbonation du dernier kilomètre, et puis en proposant aussi bien évidemment une plateforme vertueuse. Parfait. Anaïs Volgilis, on l'a dit tout à l'heure, si on relocalise massivement, on va aussi créer des flux logistiques, notamment en France, si on raisonne à l'échelle française. Alors comment on fait pour que cette relocalisation soit décarbonée, soit exemplaire, non seulement dans les usines, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne? Alors c'est un vrai sujet. Alors, en premier lieu, moi je dis toujours, il y a la décarbonation, mais il faut aller plus loin que la décarbonation. C'est-à-dire que les sujets environnementaux, c'est pas parce qu'on décarbone qu'on va être vertueux sur le plan environnemental. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez, quand on parle de plus en plus de véhicules électriques, d'hydrogène, etc., qui sont des solutions pour des mobilités plus douces, mais ça dépend comment vous allez produire votre électricité. Vous pouvez produire une électricité qui est très carbonée, et auquel cas... Et l'hydrogène aussi d'ailleurs. Et très carbonée, et en plus qui ne va pas forcément être très bonne sur le plan environnemental. Je prends un exemple, alors qui n'est pas français, on excuserait, qui est chinois. Quand on a construit le barrage des Trois Gorges, certes c'est de l'hydroélectricité, certes c'est meilleur en termes de décarbonation, par contre sur le plan biodiversité, déplacement de population, etc., on est très mauvais, et en plus ça a des impacts sur les pays limitrophes. La deuxième chose, c'est que pour relocaliser ou pour réindustrialiser la France, on va en effet augmenter les flux en interne, donc il faut bien qu'on ait des modes de transport qui soient plus vertueux sur le plan environnemental. On parlait du ferroviaire, qui est une des solutions, il y a le fluvial aussi, et ça aujourd'hui on est en retard, et on n'est à mon avis pas prêt à assumer les flux si on avait une relocalisation aussi forte que celle... C'est totalement absent du débat d'ailleurs, parce qu'on appelle la relocalisation de nos voeux, mais parce que vous pensez la relocalisation en termes d'usine, vous la pensez pas du tout en termes de flux. Et demain, si on dit, par exemple, il y a des leviers de la relocalisation, je considère que pour relocaliser ou réindustrialiser, le premier enjeu, c'est la structurer la demande. La demande, c'est la commande publique, c'est la demande en B2C, donc des consommateurs, et c'est la demande en B2B. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rapatrie des volumes en France, et pour ça, il faut que, par exemple, les grands donneurs d'ordre en B2B s'approvisionnent beaucoup plus en France qu'à l'étranger. Ouais. Et donc, les flux ne vont plus du tout être les mêmes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des grands flux Asie, Europe ou Europe de l'Est, France, vous allez avoir des flux en interne du pays. Et donc, on n'a pas aujourd'hui les infrastructures suffisantes. De la même manière, quand on parle de mobilité à base de véhicules électriques, à base d'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est peanuts. L'électrique, demain, si on a toutes nos frais tous nos camions, toutes les flottes de camions qui passent en électrique, est-ce qu'on a la capacité de produire suffisamment d'électricité pour assurer la recharge? Je parlais un exemple, là, il n'y a pas très longtemps, du maire d'un petit village de 2000 habitants, vous allez me dire l'exemple est absurde. Mais les usines, il faut se dire qu'elles sont quand même positionnées dans des petites et moyennes villes. Il disait, si je mets 2 bornes de recharge de véhicules électriques, je ne fais plus tourner la ville en électricité. Et ces questions d'infrastructure, qui sont pratico-pratiques, qui sont retour à la réalité, qui cassent un peu le grand rêve d'une grande réindustrialisation de la France, si on ne les prend pas en compte maintenant, on n'arrivera pas à réindustrialiser. Oui. Et la deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que le plan infrastructure qu'on met aujourd'hui, le plan d'investissement dans l'immobilier qu'on va faire dans nos usines, c'est des choses qui nous engagent à 30, 40, voire 50 ans. Et si on ne les intègre pas tout de suite, alors encore une fois, on va rater nos buts. J'ai l'impression de finir toutes mes phrases comme ça. Mais... non, très bien. On a retenu que les maires de village risquaient de choisir entre fournir de l'électricité à l'école ou à l'usine d'à côté. Ça risque d'être compliqué comme choix. En fait, c'est pas la question qu'ils vont choisir. Il y a une question de, à un moment, on se donne des buts, on veut décarboner, donnons-nous les moyens d'atteindre ces buts. C'est-à-dire, il faut un plan de développement en énergie renouvelable. On a de gros débats en France sur nucléaire, pas nucléaire, mais la transition énergétique, et c'est pas être pro ou anti-nucléaire que de dire ça,
c'est qu'aujourd'hui, sans le nucléaire, on n'est pas capable de le tenir. Il faut se dire qu'on ne raisonne pas en consommation actuelle, on raisonne en consommation future qui vont augmenter puisqu'on veut tout mettre à Il faut l'électrique. prendre en compte les éléments de complexité en devenir. Voilà, c'est-à-dire il faut avoir ce raisonnement global. Et la deuxième chose, c'est raisonner bien sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire la décarbonation, c'est pas uniquement sur une usine, c'est bien sur tous les flux amont, aval, parce que y a certains industriels aujourd'hui qui se flattent, par exemple, d'avoir des usines presque neutres en termes de carbone, sauf qu'en fait, le gros des émissions de Oui, carbone c'est se fait avant soit ou sur le après. transport, soit sur l'extraction de matières premières. Et donc Bien c'est sûr. bien cette réflexion d'avoir une comptabilité carbone. Aujourd'hui, on a très peu d'entreprises qui réfléchissent sur leurs externalités négatives. Et pourtant, il va bien falloir s'y mettre parce que Aminata, je vais pas me tromper sur le prénom, parler Non, de c'était bon. bonus-malus de ce qui se fait à Rungis. Mais le bonus-malus, ça risque de devenir aussi à terme une contrainte gouvernementale, une contrainte Bien par sûr. la norme. Et donc, il faut anticiper tout Dès ça. maintenant. Paolo, du côté de vos entrepôts, cette décarbonation, comment vous vous emparez de ce sujet? Comment vous réfléchissez à la dimension environnementale de vos réalisations et puis aussi de leurs impacts globaux? Alors, à la question, enfin, est-ce que la décarbonation est un axe majeur? Oui, la question se pose même pas, à vrai dire. Ensuite, il faut bien voir que la décarbonation n'est qu'une composante de tous les efforts que l'on doit continuer à produire. Je dirais que la décarbonation aujourd'hui, c'est le résultat du travail de la profession depuis quelques années. Nous, si on regarde côté Virtuo, ça fait depuis la création de Virtuo qu'on a mis en place une politique de développement durable qui reprend les trois typiques indissociables pour qu'il y ait vraiment du développement durable. On a travaillé, on a expérimenté au fur et à mesure de tous les projets qu'on a pu faire, pu réaliser. Et aujourd'hui, là, on a un projet en région parisienne dont les travaux vont démarrer fin du mois, début du mois d'octobre, où on a travaillé sur la décarbonation. Le bâtiment va être décarboné. Et on arrive à un stade où justement tous les projets, et toute l'expérience qu'on a obtenue au fur et à mesure de la vie de nos projets, du développement de nos projets, là on arrive à une phase de concrétisation. Mais encore une fois, ce n'est qu'une composante parce que derrière il faut travailler beaucoup la biodiversité, il faut travailler beaucoup la gestion des eaux. De plus en plus, il va falloir qu'on travaille sur le fait d'infiltrer nos eaux. Qui va passer certainement par des travaux également réglementaires, parce que quand on voit la possibilité comment dirais-je, de déperméabiliser partiellement en tout cas les zones dévolues aux zones de parking, par exemple, réglementairement on ne peut pas toujours le faire. Donc il y a un travail à faire sur cet axe-là également. Et puis ensuite il y a l'optimisation du foncier. Là où c'est possible, travailler sur des friches industrielles. C'est également là où c'est possible, travailler sur la verticalité des bâtiments. C'est Exactement. un des sujets du moment. Alors aujourd'hui, ce sont dans les deux cas que je viens de citer, la friche industrielle et la verticalité des bâtiments. En fonction de la localisation, en fonction du foncier, ce sont des réalisations qui ne sont pas toujours viables. Parce que sur une friche, il faut pouvoir acheter le bâtiment, le démolir, le désamianter, le cas échéant, le dépolluer, là également c'est des sujets de pollution, reconstruire. Donc financièrement, c'est des opérations qui ne sont pas simples, mais néanmoins, il y a de belles réussites. En région parisienne, en région lyonnaise, on a réussi à redévelopper une friche d'un ancien bâtiment logistique. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais encore une fois, la décarbonation, oui, c'est majeur, oui, c'est important, mais c'est une des composantes de nos axes d'amélioration. Et ce sont finalement des enjeux complexes, parce que quand on parle de biodiversité, on s'imagine une ruche par-ci par-là, on s'imagine quelques panneaux solaires sur le toit, mais en fait c'est l'ensemble de la conception et du développement du bâtiment qui est exactement. Nous, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on arrive sur, que ce soit une friche ou que ce soit sur des terrains agricoles vierges, ce sont des biodiversités qui sont relativement faibles. Et donc notre axe d'amélioration et le travail que nous fournissons nous, c'est de travailler sur comment on arrive à apporter à nouveau une richesse faunistique, floristique sur nos sites.
Et ça passe par des choses relativement simples. C'est que vous prenez un champ agricole, il n'y a plus une seule haie bocagère. Or, les aires bocagères sont très importantes pour le passage de la faune, de la petite faune. Et en recréant autour de nos plateformes un traitement paysager, une gestion justement de ces eaux bocagères, on apporte l'opportunité à un redéveloppement de la biodiversité. C'est un peu moteur aussi. Exactement, il faut être moteur sur ces sujets-là. C'est jamais évident. Il y a plein de solutions possibles et elles doivent être adaptées en fonction des projets, en fonction de la localisation, en fonction du contexte environnemental de chaque zone. Jonathan, peut-être une réaction là-dessus? Oui, bien sûr, c'était aussi pour engager le débat, pour réagir sur ce que disait Anaïs à l'instant, et ce que disait Paolo, c'est que clairement les enjeux de relocalisation n'exemptent pas d'une vision plus large, je dirais, d'aménagement du territoire, apporté évidemment par les acteurs publics sous toutes leurs formes, mais au fond pour lesquels les acteurs privés ont aussi une forme de responsabilité dans leur manière finalement de se positionner à des endroits stratégiques du territoire pour y réimplanter des entrepôts, des usines ou que sais-je. Et la deuxième chose, c'est que il me semble que ces questions de relocalisation, finalement, ils connectent aujourd'hui avec d'autres sujets qui sont ceux d'une certaine forme de souveraineté territoriale. C'est-à-dire que pour parler de la logistique, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que en fait, les territoires sont en mutation, alors qu'il s'agisse d'une logistique industrielle, dont on sait finalement qu'elle a suivi les mouvements de désindustrialisation d'un certain nombre de territoires français, ou de la logistique plutôt liée au e-commerce, ou pour lequel, au contraire, on a une certaine forme aujourd'hui d'appétence très très forte pour des positionnements sur le territoire, ce qui crée d'ailleurs énormément d'antagonisme. On l'a vu à la faveur de la Convention climat et la loi climat et résilience qui s'en est suivie. Donc, un des sujets quand même, c'est de savoir comment on reprend la main, c'est-à-dire comment finalement cette problématique de la souveraineté territoriale et logistique, c'est un vrai levier de transition écologique et sociale. Alors, on a le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais dit autrement, il y a aujourd'hui une opportunité dans les questions de relocalisation, dans le fait qu'il y a un marché qui est demandeur, d'accord, et que finalement cette logistique, elle est aujourd'hui portée pas uniquement par la commande publique, elle est portée par la transformation de notre société. Donc comment on utilise finalement cette dynamique assez forte pour pouvoir permettre des réimplantations à des endroits qui sont stratégiques, qui préservent les terres agricoles et qui d'une certaine manière réintègrent davantage les problématiques environnementales, je dirais même pas davantage, elle les réintègre dans l'absolu pour en faire un vrai levier de transformation écologique et sociale, pour reprendre ce que disait Anne-Marie Hydra, qu'il ne faut pas que la logistique soit le mal nécessaire que l'on subit en permanence, mais vraiment un levier de transformation et d'amélioration finalement de notre vie quotidienne à tous. Très bien, alors justement, nous rentrons dans une période qui va être riche en débats jusqu'au printemps prochain. Dans le titre de cette conférence, on parle d'agilité, on parle de résilience, on a beaucoup parlé de décarbonation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai envie de vous demander, sur votre liste de Noël, des actions à mener, que ce soit par la filière ou par le législateur, qu'est-ce que vous attendez? Comment on peut aller vers cette logistique plus performante, plus résiliente, plus durable? Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer, peut-être Aminata. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Nous, ce qu'on attend, et j'ai le sentiment qu'on le dit de façon récurrente depuis plusieurs décennies, c'est de la lisibilité sur le secteur. On voit très bien qu'en termes de réglementation, c'est quand même assez complexe. Il y a des périodes plutôt troubles et de l'incertitude. Il y a vraiment un besoin de lisibilité, clairement, sur ce secteur, notamment sur le plan réglementaire. Je pense que c'est un marronnier. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les acteurs de la filière. Il y a un besoin d'accompagnement des entreprises. Je pense que ça, c'est aussi un élément important. Pour grandir dans cette filière, il faut qu'on puisse accompagner ces entreprises. On l'a dit tout à l'heure sur les questions d'emploi et de formation, sur la professionnalisation aussi de ce métier. Même si on a de grands professionnels, il y a un vrai enjeu autour de l'accompagnement de ces entreprises et plus globalement de la filière. Il y a des enjeux en termes d'aménagement du territoire, on l'a également dit. Il y a un vrai sujet pour intégrer la logistique dans nos territoires et dans les territoires franciliens. Aujourd'hui, sur Rungis, on réfléchit au projet Agoralim. Et c'est un vrai sujet de pouvoir développer ce type de plateforme en Ile-de-France. Et on voit bien toute la complexité administrative, complexité juridique, complexité territoriale, puisqu'on veut limiter au maximum l'artificialisation des terres. Et en même temps, on n'a pas forcément de solution pour intégrer la logistique. Il y a un besoin de dialogue entre les différentes entités. On voit bien qu'on fonctionne plutôt en silo aujourd'hui
Et quand on parle à une direction de l'aménagement, quand on parle à des acteurs en charge des questions économiques ou à une autre direction, on voit bien qu'il y a un fonctionnement en silo, qu'on ne voit pas la logistique de façon transverse. Ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour la filière. Très bien. Paolo, je vous vois acquiescer. Ça fait partie aussi de vos attentes. Je sais qu'on avait parlé ensemble notamment de l'artificialisation des sols. Oui, absolument. Est-ce qu'on sait être agile? La réponse est oui. On sait être créatif, on sait trouver des solutions. Maintenant, en France, bon, c'est pas nouveau et c'est un peu caricatural de le dire, mais effectivement, réglementairement, on a des situations qui sont plutôt complexes, qui sont des procédures, des démarches administratives qui sont lourdes, qui sont longues. On est vraiment moins compétitif que nos voisins sur ces aspects-là. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on fait avancer les choses? C'est effectivement par le biais de chartes d'engagement, celle d'Afilog qui était présentée ce matin. C'est avancer main dans la main avec l'État pour trouver des solutions, pour rendre pérenne l'activité, puis permettre le développement de la logistique. On sait, on a fait l'exercice au sein d'Afilog et notamment Jonathan s'était pas mal consacré à ce sujet-là. L'artificialisation des sols, oui, il y a une tendance d'artificialisation qu'il faut réduire, il faut être plus vertueux. Pour autant, attention à ce que l'industrie et la logistique, qui est le bras armé de l'industrie, ne souffrent pas trop de cette artificialisation zéro. Il est dur. Parce qu'aujourd'hui, la logistique représente moins de 1% de l'artificialisation des sols. Il faut vraiment que j'apprenne à dire ce mot. Lorsque l'habitat en représente pratiquement 44%. On a un pôle d'excellence, on a une bonne compétitivité. Encore une fois, on a des marges de progression et d'amélioration. Il faut être vigilant, être vertueux sur l'usage de nos fonciers, mais ne pas venir plomber ou pénaliser le développement ou le redéveloppement de l'industrie. Je pense que c'est un sujet sur lequel tu vas pouvoir rebondir. Mais oui, c'est l'un des sujets prégnants qu'il va falloir travailler avec l'État. Avec les ICPE aussi et les conséquences peut-être psychologiques de l'accident de Lubrizol sur la réglementation. Oui, effectivement, l'accident de Lubrizol a abouti à un renforcement de la réglementation ICPE. Parfois, on perd un peu le bon sens sur certains sujets. Là, aujourd'hui, on parle de venir réglementer le stockage de beurre comme si c'était du liquide inflammable, parce qu'en cas d'incendie, le beurre va fondre et va générer des flaques d'huile. Bon, je ne suis pas convaincu que l'effet soit le même qu'une bouteille de white spirit ou d'alcool. Mais voilà le genre de sujet sur lequel on doit travailler. Il y a la complexité des procédures. Nos voisins, ils arrivent à traiter des dossiers sur un délai de 6 mois pour obtenir les autorisations de construire, les autorisations d'exploiter. En France, il y a du mieux par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, mais on est encore très loin de ces perspectives-là. Donc oui, il faut continuer à travailler le sujet de la réglementation ICPE, parce que il faut également qu'on fasse confiance aux développeurs de plateformes logistiques, aux utilisateurs des plateformes logistiques, parce qu'on sait très bien faire notre travail, et que ce que l'on constate et ce qui peut être noté au sein des organismes qui font le retour d'expérience des incendies, c'est que finalement, ce sont des petites surfaces, et toutes les petites surfaces qui ne sont pas réglementées parce qu'elles sont en dessous des seuils visibles de la réglementation ICPE, ce sont ces surfaces-là qui brûlent essentiellement. Exactement, et pas forcément les plateformes logistiques qu'on a tendance à pointer du doigt, mais parce qu'effectivement, il y a un effet d'optique. Comme je le disais, l'immobilier logistique représente moins d'1% de l'artificialisation des sols. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Mais beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Mais il y a beaucoup d'attention parce qu'il y a un effet d'optique. On a des bâtiments qui peuvent être assez grands, assez impressionnants, donc qui vont focaliser l'attention. Pour autant, encore une fois, la logistique est indispensable au quotidien.
la réglementation sur le beurre concerne uniquement le beurre doux ou le demi-sel est aussi Alors moi je concerné? considère que le beurre c'est du beurre demi-sel. Demi-sel, très bien. Le reste, On c'est pas du ouvrira beurre. le débat après la conférence. Anaïs, sur ces demandes ou sur cette liste d'actions à mener pour peut-être anticiper, comme vous l'appeliez de vos voeux tout à l'heure. Il y a plein de choses qui ont déjà été dites et je vais essayer d'apporter un petit peu plus. Très bien. Déjà, il y a une chose dont il faut prendre conscience, c'est que on arrive presque à une aberration sur la prévention du risque en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre avec zéro risque. Et à partir du moment où on veut relocaliser des activités industrielles, et notamment quand on parle de principes actifs, donc des activités chimiques, où on mobilise des produits qui par nature peuvent être inflammables ou représenter un risque environnemental, il faut qu'on accepte ce risque. Et il faut se dire que oui, des accidents industriels, on en aura en France. Il y en aura, c'est comme ça. On peut avoir la meilleure réglementation. Le seul moyen de ne pas avoir d'accident industriel en France, c'est de ne pas avoir d'usine. Maintenant, il faut se dire aussi qu'on a une réglementation environnementale qui est parmi les plus élevées du monde, voire les plus élevées d'Europe. Et donc, on se prémunit au mieux du risque. Et que de toute manière, quand vous avez un accident industriel qui se produit à l'autre bout du monde, parce qu'on a décidé de déplacer notre responsabilité à l'autre bout du monde, Ça a des au impacts final, importants. ça a quand même des impacts sur l'air qu'on respire, sur les produits qu'on consomme. C'est juste qu'on ne le voit pas directement. Donc, un des enjeux autour de la réindustrialisation, relocalisation, c'est d'accepter ce risque, de se dire qu'on ne se prémunira jamais du risque zéro. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention parce qu'à force de mettre des contraintes qu'on veut pour protéger, eh bien, on est en train de toucher la compétitivité de nos entreprises. On leur demande de se mettre sur des hauts standards environnementaux, donc d'investir, et ce qui est bien parce qu'on est content de pouvoir consommer des produits plus sains, plus vertueux, avec moins d'impact. Et en même temps, ils sont face à des industriels qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes environnementales, les mêmes contraintes en termes de composition produits. Dans l'agroalimentaire, nos partenaires occidentaux, je ne parle même pas de partenaires asiatiques, n'ont pas forcément les mêmes contraintes sur l'alimentation animale. On n'autorise pas d'alimentation à base d'OGM, vous pouvez avoir ça dans les pays nord-américains. On est en train de passer des réglementations sur le bio. Il y a un cas d'entreprise qui est emblématique de la relocalisation en France, dont on a parlé parce que pendant un temps, on n'avait pas beaucoup d'exemples à donner pour la relocalisation, c'est Kousmiti. Kousmiti est en train d'être touché par une réglementation européenne qui dit, dans les produits bio, demain, pour avoir le goût fraise, par exemple, ça ne va plus être des arômes fraises, il va falloir vraiment mettre de la fraise. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit ça concerne les 27 pays de l'Union européenne. Par contre, les industriels vont pouvoir continuer à importer des produits venant d'en dehors de l'Union Avec de la européenne retraite. jusqu'en 2025 avec des réglementations moins hautes. Mais avec des prix plus bas que ce que vous allez avoir en France. Et donc le consommateur, est-ce qu'il va être prêt à payer plus cher pour la production française si on se met au standard de la réglementation? Est-ce qu'il va prendre un produit tiers? Est-ce que l'industriel va prendre le risque d'affaiblir sa marge ou est-ce qu'il va délocaliser? Et c'est toutes ces réflexions qu'on doit avoir en termes de réglementation, à ne pas se pénaliser plus. Ou alors, on prend le risque, on dit ok, nous on se pénalise, mais on pénalise les autres en entrée aux frontières si on met des contraintes environnementales plus fortes. Bien sûr. Sur la dernière chose, sur l'artificialisation des sols, Ah, vous y êtes risqué, hein. parce qu'on en parle beaucoup. On a aussi beaucoup de friches industrielles en France à réhabiliter. Le problème, c'est qu'on a eu dans des phénomènes de délocalisation des usines qui ont été laissées en plan comme ça avec de l'amiante, etc. Et celui qui est parti n'a pas fait forcément le travail de nettoyage du site industriel comme ça aurait dû être fait, avec des cas de pollution des sols, etc. Et celui qui pourrait réhabiliter le site, ça a un coût souvent de la réhabilitation qui peut être plus important qu'artificialiser à nouveau un sol. 2, il n'a pas forcément envie de se prendre le risque, s'il y a une pollution des sols, de devoir prouver ensuite que la pollution était bien antérieure et donc il y a tout ce risque environnemental qui n'a pas envie de prendre. Et donc il y a tout un travail à faire pour réassainir ces sols, ça a un coût. Mais Et c'est pour le seul simplifier moyen ce processus de... simplifier ce processus. Il y a le rapport qu'avait remis Guillaume Casbarian qui a permis de simplifier l'intégration d'un site, les délais de mise sur le... pour arriver dans un nouveau site industriel. Il y a des logisticiens qui proposent des sites en blanc, notamment aussi des gens dans l'immobilier qui commencent à proposer ces sites en blanc. Mais quand vous êtes sur des cas de réglementation ICPE ou de normes Céveso, etc.,
le délai reste énorme. Et quand vous avez d'un côté la contrainte réglementaire qui vient en disant 2024, vous ne pouvez plus produire parce que les normes environnementales, c'est ça, 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 donc il faut revoir totalement l'outil de production, revoir les conditions de stockage, et que de l'autre, on vous dit en 2021, quand vous avez votre site à risque, vous ne l'aurez pas avant 2024, là on a un risque de crochet, c'est-à-dire de dire, ok, mais produire n'est plus possible. Oui, et que les projets passent à la trappe. Ouais. Très bien. Dernier à témoigner sur ces actions à mener, Jonathan. Je sais qu'en préparant la conférence, on avait parlé notamment de la verticalisation ou ce genre d'innovation. Voilà, peut-être vous avez envie d'avoir en face de vous des dirigeants volontaristes sur ces sujets. Non, mais j'allais dire ça, j'allais dire... Ah. Je sais pas si ça... On a un micro en souffrance. Et il remarche. J'allais dire deux mots finalement. En deux mots, d'abord l'exemplarité, c'est-à-dire que j'ai ce sentiment qu'au fond, les professionnels de la logistique, quels qu'ils soient, ils doivent d'abord ne compter que sur eux pour démontrer que on sait pouvoir faire évoluer la manière de construire des entrepôts, la manière d'exploiter, pas forcément attendre quelque chose nécessairement de l'extérieur. On va y revenir, il y a des sujets, mais je pense qu'il faut pouvoir démontrer qu'effectivement, on s'est développé en hauteur, qu'effectivement, on sait réduire l'artificialisation des sols. J'ai réussi à le dire. Bravo. On s'est beaucoup exercé avec Paolo avant. Non, mais on sait réduire on sait intégrer l'artificialisation des sols. On sait aussi à un moment donné intégrer des vraies questions environnementales, qu'il s'agisse de la réponse à la biodiversité, qu'il s'agisse de la réponse aux empreintes carbone. La classe logistique est aujourd'hui une classe d'actifs qui est en train de changer de dimension, que ce soit dans la nature de son marché à l'investissement, que ce soit dans la nature de son marché locatif, avec des loyers qui augmentent de manière assez sensible partout en Europe. Donc il faut aussi finalement prendre la mesure d'une forme de responsabilité, moi je pense nouvelle, qui incombe aux acteurs de ce secteur. Et donc la première chose, c'est déjà démontrons qu'on sait vraiment être meilleur que ce que l'on a pu être par le passé, singulièrement sur l'intégration de ces enjeux nouveaux, qui sont les enjeux environnementaux. Ensuite, s'il y avait un deuxième sujet à ajouter, me semble-t-il, c'est, je dirais, l'écoute. Je n'ose pas dire la confiance. Enfin, en tout cas, déjà l'écoute entre effectivement une sphère logistique qui finalement est extrêmement hétérogène, qui regroupe des professionnels de différents horizons, avec y compris d'ailleurs, on le voit, une résilience à cette crise particulièrement difficile qui est extrêmement variée. Et puis, je dirais une sphère publique dans son ensemble qui aujourd'hui appréhende la problématique de l'implantation logistique de manière un peu diverse. Mais à nous de démontrer et de convaincre que c'est à la fois un outil nouveau et extrêmement important de fabrique de la ville, un outil d'aménagement du territoire, on l'a dit, un outil de souveraineté industrielle. Il faut qu'on arrive au fond à réaligner les intérêts. Là-dessus, je fais comme Paolo, je salue vraiment le travail qui a été fait par la Filogue dans la signature de cet engagement réciproque avec le gouvernement, que ce soit un engagement de la part des professionnels de l'immobilier logistique pour construire différemment demain et donc intégrer de manière beaucoup plus forte les enjeux environnementaux, mais en même temps, il faut aussi le souligner, des engagements de la part de l'État, de la part des pouvoirs publics, pour finalement, je dirais, réduire, ou en tout cas minimiser ce que sont aujourd'hui les contraintes de développement d'un certain nombre de sites. Voilà. Très bien. Nous avons commencé cette conférence par un état des lieux. Je vous propose peut-être un petit exercice de futurologie pour la terminer. Si on imagine la logistique française, la supply chain française dans 3, 5 ou 10 ans, à quoi pourrait-elle ressembler selon vous? Alors je ne sais pas qui veut se lancer. Aminata peut-être? Comment vous l'imaginez cette logistique française? C'est un exercice très très difficile et donc j'ai pas la prétention de parler au nom de l'intégralité de la chaîne et de la filière puisqu'on ne la connaît pas en entière. Sur l'aspect alimentaire, c'est plutôt notre segment. On l'imagine bien évidemment avec un deuxième marché en Île-de-France. Et donc on espère que le projet Agoralim verra le jour. Et on vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à participer à l'appel à idées qui a été lancé par la CEMARIS pour construire ce projet de territoire. On espère qu'il sera... en tout cas que la chaîne sera plus vertueuse sur le plan environnemental. On espère qu'on aura une logistique qui soit cohérente en termes de maillage territorial et qu'on puisse accueillir davantage d'entrepôts un peu partout en France et en Île-de-France dans des conditions bien évidemment qui respectent les enjeux environnementaux. Très bien. Paolo, vos prévisions pour le futur? C'est toujours plus d'agilité, plus de résilience,
toujours la capacité d'adapter, là je parle de l'immobilier logistique, d'adapter nos bâtiments aux besoins de nos clients, que ce soit les industriels, que ce soit les grands distributeurs, l'utilisateur, les utilisateurs de nos bâtiments. J'entends, grâce à Afilog, j'ai pu rencontrer des députés, des sénateurs. On parlait de logistique, quel est son avenir, comment continuer à la développer. Et puis j'ai entendu, en tout cas j'ai eu le sentiment qu'il y avait la recherche d'une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. On va travailler encore plus sur les friches industrielles, on va travailler encore plus sur la décarbonation, on va travailler sur le fait de moins perméabiliser autant que possible nos sites. Mais le bâtiment de demain, il va ressembler à tout cela. On va travailler sur la verticalité également. Comme je le disais, en région urbaine, périurbaine, très dense, ça va avoir beaucoup de sens de monter en verticalité. Mais encore une fois, il faut que la réglementation puisse permettre cette créativité, puisse permettre ces innovations. J'ai eu la chance de travailler sur l'un des premiers bâtiments à étage moderne qui a été le projet à Gennevilliers. Une friche industrielle, 30 000 m² au sol, 60 000 m² de bâtiments développés parce que c'est un bâtiment à étage. J'ai commencé le sujet en 2012 en faisant des réunions au ministère, en faisant des réunions en préfecture pour présenter le projet. Ce sont des projets qui ne s'inscrivent pas dans une réglementation préétablie. Donc il a fallu convaincre, il a fallu montrer, il a fallu défricher le sujet. Et on a besoin de cette agilité, on a besoin de cette écoute. Et c'est pour cela que je rebondis encore sur les propos de Jonathan, sur cette charte d'engagement Afilog. On a besoin que l'État écoute également les professionnels de ce secteur, parce qu'on a besoin de travailler main dans la main pour faire avancer les choses et ne pas continuer à les rendre complexes, comme l'exemple parfois un peu absurde que j'ai pu donner sur le beurre. Anaïs, votre vision de l'avenir, du futur de la logistique française? Bon, en effet, il n'y a pas de solution magique. Moi, je vais plus être, j'ai décidé d'être par nature optimiste, sinon on s'en sort pas. C'est bien. Terminons sur une note d'optimisme, c'est important. Non, je pense on est au début de quelque chose. On est en train de connaître des bouleversements dont on ne connaît pas la profondeur, à la fois sur le plan environnemental, à la fois sur l'évolution de la demande. Et donc dans 5 ans, si j'avais un rêve, ça serait qu'il y ait une usine dans chaque village. Mais ça, je pense que c'est un peu pieux. Mais c'est en tout cas qu'on avance vers ces enjeux de décarbonation, de mieux faire, de réindustrialisation, et surtout que les acteurs se mettent à parler. Et moi, je trouve parler de l'Afilog, et je trouve qu'il y a quelque chose qui serait vraiment très bien, c'est que l'année prochaine, au CITL, on ait une conférence Afilog et France Industrie, parce que finalement, c'est les deux faces d'une même pièce, et qu'il y a un intérêt à ce que ces acteurs se retrouvent ensemble pour construire la France de demain. Eh bien, suggérons l'organisation de cette conférence, à la fois du côté d'Afilog et de France Industrie, et des organisateurs de la ICTL qui nous écoutent. Jonathan, vous serez le dernier à nous livrer vos prévisions. C'est une tâche difficile, mais c'est la vôtre. Non, mais je ne livrerai pas mes prévisions, plutôt mes souhaits, pour le coup. Très bien. Parce que ce sera, je pense, moins risqué, et de fait, je suis sûr de ne pas me tromper. Moi, j'espère que la logistique urbaine deviendra assez rapidement une brique bien appréhendée, presque standard finalement, de la fabrique de la ville, au même type que les commerces, les bureaux, l'habitat, etc. Que ça rentre dans le rang, on va dire, des outils aujourd'hui à la main des urbanistes, des paysaggistes, des concepteurs sous toutes leurs formes, pour finalement construire une ville qui est réellement plus durable. Parce qu'on se rend bien compte que quand on n'a pas pensé les flux, la mobilité des biens en amont, finalement, on peut construire les meilleurs écoquartiers qui soient. Au final, on est quand même pollué par des nuisances sous toutes leurs formes. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que je crois beaucoup, Anaïs vient de le dire, je crois beaucoup au fait qu'on ait un virage assez fort aujourd'hui sur à la fois le renouveau d'une nouvelle forme de logistique et sur une accélération réelle de la transition écologique et sociale des flottes. Clairement, la crise 2020, il n'y a rien de positif dans cette crise-là, mais il y a quand même des enseignements à en tirer. Et le premier d'entre eux, je pense que c'est qu'on a tous matérialisé peut-être un peu mieux l'importance de la logistique dans nos vies à tous, au quotidien. On l'a perçu dans l'acheminement des marchandises, dans l'approvisionnement des villes. Et donc on comprend finalement que cette activité est une activité aussi essentielle finalement que les fameuses activités essentielles définies
par le gouvernement. Donc ça lui donne une responsabilité, et une responsabilité forte en matière de transition écologique. Beaucoup d'acteurs se prêtent aujourd'hui à cette transformation, à cette évolution. Je pense qu'il faut être confiant et se dire que dans 5 à 10 ans, mine de rien, la transition écologique d'un certain nombre de flottes, sans doute plus vers l'électrique que vers l'hydrogène, mais sera, je dirais, enclenchée et sans doute ne pourra pas revenir en arrière. Et ça, ce sera vraiment très positif. Très bien, merci à tous les 4 pour vos témoignages. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou en ligne d'ailleurs, puisque les internautes peuvent également poser leurs questions. Est-ce que nous avons des questions? Je sais que l'heure du déjeuner est imminente et que le match entre les questions et le déjeuner est quand même assez inégal. Pas de questions? Non? Très bien, je vous propose de terminer sur cet exercice de futurologie dont je parlais tout à l'heure. Merci à tous les 4 pour votre participation. Merci beaucoup. Merci aux équipes de SITL et notamment Célia Lopez avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette conférence. Merci à toutes et toutes pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci.